Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier jour avant le week-end, n'est-ce pas Frédéric Brindel? Bonjour Judith Belair, il y a du monde sur les routes et donc à l'écoute des vraies voix, nous serons à la hauteur pour vous accompagner. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, c'est notre moment à tous avec vous, les auditrices et les auditeurs. Ensemble, on analyse l'actualité, on débat avec nos invités et même on s'amuse, la preuve. Bienvenue chez nous et chez vous. Oui, voilà. Voici le sommaire avec les deux grands débats, comme dirait Bruno Le Maire. Oui. Le grand débat à 17h30, Rachida Dati a déclaré que nos confrères des radios de Radio France est un club de CSP+, c'est-à-dire une radio éloignée des jeunes et des classes populaires. Elle a donné l'exemple des maçons, affirmant qu'ils n'écoutent pas cette radio, ce qu'elle regrette, mais qu'elle présente comme une réalité sociale. Cette déclaration a été perçue comme une stigmatisation et un mépris des classes populaires par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui en réponse a dénoncé ces caricatures sociales. Elle a appelé à une refondation complète de la politique culturelle française, soulignant la crise majeure du secteur et insistant sur la nécessité d'un grand débat transpartisan, car selon ses mots, la culture est un enjeu politique fondamental et non un simple poste budgétaire à réduire. Selon nos confrères de Marianne, il existe, je cite, un militantisme politique qui vampirise la culture. Les exemples donnés frappent. Alors, les esprits entrisme idéologique, artistes opposition extrémiste, programmation excluante dans les événements culturels de cet été. Voilà quelques exemples donnés par nos confrères. Parfois, on accuse les artistes de ne pas assez s'engager, puis on déplore leur manque de pluralisme. Alors en cette période de festival où beaucoup s'expriment, qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio? La politisation des événements culturels, est-ce 1, normal, 2, excessif, 3, insuffisant? Voilà, la politisation des événements culturels est-elle normale, excessive ou insuffisante? Vous votez sur le compte X de Sud Radio. Et au 0826 300 300, vous avez Aude qui vous attend. Et puis notre coup de projecteur à 18h40, 6 mois après l'incendie qui a détruit sa maison à Bois-de-Séné en Vendée. Huguette Grélier, 80 ans, survit entre sa voiture, un garage aménagé mis à disposition et des séjours chez des proches en attente d'un logement social. Dans la région PACA, plus de 100 000 dossiers de demande de logements sociaux sont en cours d'examen. La construction de nouveaux logements reste insuffisante. Seuls 6 077 permis de construire ont été accordés en 2024, bien en dessous de l'objectif fixé à 9 000. Par ailleurs, plusieurs communes ne respectent pas le quota légal de 25% de logements sociaux. En revanche, dans le Grand Chalon, une collaboration entre la collectivité et Abélis vise à rénover énergétiquement 354 logements et à bâtir 34 nouveaux logements sociaux d'ici 2027. C'est pas beaucoup, Bon, vous le savez, trouver un logement relève du parcours du combattant. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, vient d'écrire à Valérie Létard, ministre chargée du logement. Je cite, « Le projet de budget 2026 que vous portez tourne le dos à l'urgence sociale et écologique. Sous couvert de maîtrise des finances publiques, ce futur budget prévoit d'alourdir fortement les charges des ménages modestes. » Nous vous posons la question, auditeurs de Sud Radio, sur le compte X. Faut-il plus de logements sociaux? Qu'en pensez-vous? Eh ben, on sera en plus avec Eddy Jacquemart pour en parler. Voilà, ça tombe bien. Allez, 0826 300 300, vous pouvez intervenir sur Sud Radio, c'est votre radio. On dit bonjour à nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et l'inénarrable René Chiche est de retour. Il est de retour. Il est de retour, il est tout bronzé. Je suis bronzé, et moi je fais un peu partie de l'EHPAD des vraies voix, n'est-ce pas? Et l'été, vous êtes là. Est-ce que vous êtes bien traité? Est-ce que vous êtes bien traité par l'équipe de l'été? Alors, l'été, très bien. Oui, très bien. J'aime beaucoup votre soupe aux choux que vous préparez l'été. Oui, excellente. Très bien. Et aussi le sirop d'orgeat de Judith. Magnifique. Bon, sinon, vous êtes aussi rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Vous travaillez de temps en temps. Non, de temps en temps. Ouais. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous présente le petit dernier de la bande de l'été. Il fait ses débuts avec nous. Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal de Charenton-le-Pont. Ah, Charenton-ton-ton. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Quel accueil. Quel teaser. Bienvenue. Allez, 0826 300 300, vous l'avez compris, vous pouvez nous appeler. Il y a Aude qui vous attend. On file au standard. On accueille Nathalie qui nous appelle de Juvisy en Essonne. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, impeccable. Bon. Et vous-même? Bah oui, merci beaucoup, en pleine forme. Alors Nathalie, vous avez un coup de gueule qui est pas très drôle pour le coup, parce qu'il y a des augmentations objectives d'agressions faites aux femmes, Nathalie.
Oui, tout à fait. On voit bien une augmentation exponentielle des violences, des attaques faites aux femmes. Est-ce que c'est dû à l'été, nos mini-jupes? J'ai une drôle de sensation par rapport à ça. J'avoue que jusqu'à présent, je m'habillais comme je voulais. Je ne le fais plus. Et je m'en suis rendu compte très récemment. Et c'est une ambiance qui fait très peur. C'est-à-dire que vous mettez plus de mini-jupe, Nathalie? Non. D'accord. Parce que vous êtes fait embêter déjà? Oui. Ah. Bon. Oui, et j'ai eu peur. D'accord. C'est terminé. Alors, vous êtes dans la région parisienne. Est-ce que c'est plus lorsque vous prenez les transports ou dans la rue, tout simplement? Les deux. Ah ouais. Les deux. Bon, alors quelques chiffres, messieurs. René, il y a eu 80 féminicides en 2025. Il faut savoir qu'on n'est qu'en juillet et que ce chiffre est sous-estimé selon les associations. En l'occurrence, Nous Toutes qui dit qu'il y en a eu plus de 90 a priori. Écoutez, c'est un peu symptomatique de notre époque aussi, une époque où la violence tous azimuts règne sur un peu tous les quartiers, toutes les villes de plus ou moins grande importance. Effectivement, les femmes sont devenues des cibles privilégiées, il faut le reconnaître. C'est vrai ce que dit notre auditrice Nathalie, c'est vrai que les femmes ont maintenant un peu peur, c'est vrai même de sortir le soir tard, où elles se font pister par portable si ce sont des filles par leurs parents, etc. C'est vrai que c'est un vrai phénomène de société. En même temps, je voudrais dire que alors que nous avons un ministre de l'Intérieur qui fanfare un peu partout, je trouve que depuis quelques mois qu'il est en fonction, monsieur Retailleau, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur personnellement, et je ne suis pas du tout un membre de la gauche ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il parle beaucoup et que finalement, depuis qu'il est en poste, je trouve que la violence, non seulement contre les femmes, mais aussi par exemple contre les attentats, les agressions antisémites qu'on voit de plus en plus depuis plusieurs mois, je trouve que finalement ce ministre parle beaucoup mais n'agit pas. Or il devrait agir vraiment fermement pour justement protéger en l'occurrence les femmes qui ne le sont pas. Alors, Michael Sherman, vous êtes élu local. Est-ce que vous avez dans votre ville, mais plus généralement, des retours on va dire, d'agressions de plus en plus fréquentes sur les femmes? Je suis élu dans un département, dans ma ville de Charenton-le-Pont, mais qui est dans le département du Val-de-Marne. Donc on a quand même des territoires assez complexes. Et puis on a aussi les transports en commun, parce qu'on parle des agressions faites aux femmes, mais c'est symptomatique et on s'en rend compte que dans les transports en commun, nous on a la ligne 8 qui va de Créteil préfecture jusqu'à Ballard, donc qui va quand même, vous voyez, qui va de... C'est une des plus longues du métro parisien. Exactement. Et on se rend compte que tous les jours, les forces de l'ordre, les brigades des réseaux ferrés, la BFR, et notamment les agents de la sûreté RATP, sont surmenés de travail et d'appels secours pour aller secourir des femmes qui, alors c'est horrible je vais vous dire, être une femme aujourd'hui en 2025, en Ile-de-France, dans le département, et sur Paris, prendre les transports en commun, entre les frotteurs, les pervers, les raquettes ou les agressions, où vous allez avoir notamment des intimidations, parce que, en fait, forcément, c'est toujours des lâches. C'est ceux qui vont agresser des femmes. Pourquoi est-ce qu'ils s'adressent à des femmes? Mais parce qu'ils espèrent ne pas avoir de retour physique, et ils s'en prennent à des plus faibles. Parce que physiquement, même s'il y a l'égalité femmes-hommes dans les talents, la supériorité physique d'un homme aujourd'hui, ils profitent de leur supériorité, où la femme va avoir peur, elle va se faire frotter, elle va pas savoir, et bien souvent dans le métro, moi je suis véhiculé, mais le peu de fois où je prends le métro par an, vous voyez bien que personne n'agit quand il y a une agression, quand une femme se fait agresser, même quand elle appelle à l'aide, tout le monde regarde ses pieds, tout le monde oui, parce qu'il y a une peur et il y a des agressions régulières avec de plus en plus de violence. Et sans peine de justice derrière quand ils sont arrêtés. Nathalie, moi je peux témoigner comme vous, c'est vrai que je mets pas de mini-jupe quand je prends le métro. Donc en fait, on doit avoir des tenues de combat quand on va dans les transports en commun aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez raison. Attendez. Nathalie, comment vous faites vous du coup? Non, vous avez, par exemple, vous mettez un pantalon, vous l'enlevez, ou vous êtes obligé de vous habiller vraiment autrement? Alors oui, par exemple là samedi je sors, donc je me mets un petit pantalon pantacourt, et puis j'ai un petit sac avec mes escarpins, ma jupe, et je me change. Ouais, c'est ça. C'est dingue qu'on en soit là quand même en 2025. Mais c'est vrai, moi qui prends parfois le métro, c'est vrai qu'on ne voit effectivement quasiment plus de femmes ou de jeunes femmes avec des mini-jupes. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, puis les jeunes filles, on les voit même qui sont habillées un peu parfois même assez sexy en été. Elles ont la chemise pour le métro, etc. Et je pense que c'est... Alors ce qui serait intéressant de savoir, c'est si pareil partout sur le territoire, quoi. Parce que c'est vrai que là on parle des grandes zones urbaines, mais ça serait intéressant de savoir si c'est la même chose par exemple en province.
prince, quoi. Moi, j'ai une petite anecdote à vous donner. Allez-y. J'ai une amie, donc vous savez, je viens du monde du sport, une amie qui est championne de karaté. Et un jour, quelqu'un s'y est essayé à l'agresser et elle s'est défendue. Le gars par terre. C'est aussi une belle histoire. Bon, bah voilà, Nathalie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, de plus en plus de femmes pratiquent d'ailleurs des sports de combat. Moi, je fais de la boxe perso. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas mal d'apprendre à se défendre. Etc. Bon, vous restez avec nous, ma chère Nathalie. Hein, vous allez rester avec nous une bonne partie de l'émission. Et puis, en plus, vous avez même joué avec nous tout à l'heure. Donc, c'est sympa. On va pouvoir changer un peu d'ambiance. Allez, la parole est à vous. Vous le savez, on est sur Sud Radio. On dit tout. On parle vrai. Hein, on est chez vous. Voilà. Donc, vous pouvez rester avec nous. Dans un petit instant, ça va être l'œil du Tour de France, a priori. Hein. On a encore un petit peu de temps. Voilà. On patiente alors. Et puis après, il y aura les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. À tout de suite. 17h16 sur Sud Radio. C'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Palestine, bonjour déjà. Bonjour Félix. Bonsoir. Palestine, réaction et air scooter. La France va reconnaître officiellement l'État de Palestine en septembre, annonce d'Emmanuel Macron, saluée par l'autorité palestinienne ou encore l'Espagne. Elle rend furieuse en revanche Israël ou les États-Unis. Réaction condescendante de Donald Trump. À l'instant, il présente Emmanuel Macron comme un original vaguement sympathique, mais dont la parole n'a aucun poids. À suivre aussi un autre original, 6 ans après sa traversée de la Manche en flyboard, une sorte de skate volant, Frankie Zapata retentait tout à l'heure avec une nouvelle invention, un air scooter, un mini hélicoptère, mais patatras, la tentative a fait plouf. Oh bah non. Les vraies voix Sud Radio. Quelques lignes d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux hier soir. Fidèle à son engagement historique pour une paix durable et juste au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. Quelques lignes et beaucoup de réactions depuis. Le président français met en avant l'urgence de la situation humanitaire à Gaza. Un quart des enfants de 5 ans et moins atteints de malnutrition, alerte aujourd'hui Médecins sans frontières. Reconnaissance de l'État palestinien salué dans les rues de Ramallah en Cisjordanie par exemple par Naed, une Palestinienne rencontrée par l'AFP. Nous sommes très reconnaissants pour cette position française. Il y a eu un certain nombre de déclarations lors de la visite du président français en Égypte pour visiter les blessés de Gaza. Il a fait de bonnes déclarations, elles étaient sincères, empreintes d'humanité. Il a essayé de mettre les points sur les i. Nous espérons que cette reconnaissance mettra fin aux tueries dans la bande de Gaza. Cette reconnaissance conduira à la reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays en Europe et dans le monde, espère cette habitante de Ramallah. Décision saluée par l'autorité palestinienne, donc, ou par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Il estime que cette décision va aider à protéger l'issue d'une solution à 2 États. Réaction bien différente, en revanche, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pour qui cette décision, je cite, récompense la terreur. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, parle même d'un camouflet pour les victimes du 7 octobre. De son côté, Donald Trump vient d'avoir donc cette réaction plutôt condescendante à propos d'Emmanuel Macron. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player pretty much. But here's the good news. What he says doesn't matter. Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa, il a l'esprit d'équipe, mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il dit n'a aucune importance. Bon, il a fait une déclaration, mais la France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien, je l'apprécie, mais cette déclaration ne pèse rien. Voilà, réaction du président des États-Unis devant son avion avant de s'envoler pour l'Écosse. Alors qu'au sein même du gouvernement français, cette décision ne semble pas faire complètement l'unanimité. Interrogé en visite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et président de LR, a préféré botter en touche. Je me suis déjà d'ailleurs prononcé il y a quelques mois, il y a quelques semaines sur ce sujet. Je me consacre aujourd'hui au sujet qui est le nôtre sur la sécurité pendant les vacances. Vous avez des divergences sur ce point? Vous voulez en créer, je le vois bien. De fracture après votre entretien, notamment avec François Bayrou. Je suis sur un sujet qui est un sujet grave, qui concerne la sécurité des Français qui viennent en vacances. Voilà, la sécurité pendant les vacances. Bruno Retailleau, tiens, qui me donne au passage l'occasion de vous dire qu'on va parler des urgences saturées en période estivale dans l'info en plus de 18h15. On sera avec l'Association des médecins urgentistes de France. Alors, Michael Sherman, une décision qui pèse lourd ou qui pèse rien du tout du président Macron? La décision de reconnaissance d'un État n'appartient pas à la France. L'État d'Israël est un État souverain qui décide de ses frontières. C'est pas à la France de reconnaître ou non. Et puis, vous savez, se réjouir
observer que Mahmoud Abbas, Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne du Fatah, qui en 1984, qui toute sa carrière a eu des déclarations antisémites, où la haine anti-juive était un peu son leitmotiv quelque part aujourd'hui, prouve que la position unilatérale de la France, incarnée par le président de la République Emmanuel Macron, est une outrance sans nom. Nous avons, ça fait plus de, je crois, presque 700 jours qu'il y a, où on a dépassé, on compte malheureusement plus les jours, 659 jours, je crois, des otages. Vous avez aujourd'hui le Hamas qui détient des corps, qui prennent en otage des corps des otages qui sont des militants de la paix, pour le rappeler. Les pogroms anti-juifs du 7 octobre, dès le lendemain, Israël était la cible anti-juive devant toutes les nations. Et aujourd'hui, la décision du président de la République, c'est de dire on prend la défense du Fatah ou du Hamas. C'est ça la position de la France. Donc déjà, premièrement, on a perdu notre légitimité à cause du président de la République Emmanuel Macron, parce que la puissance, le leadership que la France avait à l'époque, mais ça fait longtemps. Depuis même 2016, le premier mandat de Donald Trump, et vous avez vu comment est-ce que le président Trump, quelque part, nous humilie, mais c'est la faute du président de la République, où il dit mais c'est pas important la position de la France. Nous avons été écartés totalement des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham où le royaume du Bahreïn, le royaume du Maroc, les Émirats arabes unis faisaient la paix avec le peuple juif. La France n'est pas dans ces accords. Ils ont repris. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Donc aujourd'hui, la position du président de la République, hormis participer à faire qu'on ait honte d'être français aujourd'hui aux yeux des autres nations, il n'y a aucune autre décision. Mais c'est une honte. Alors, Michael Sherman, on rappelle qu'un État peut reconnaître ou non une nation qui est reconnue ou non par l'ONU. C'est le cas, par exemple, du Kosovo, qui est reconnu par certaines nations et pas par la Serbie, par exemple, avec qui il est en conflit. Donc, si la France décide de reconnaître, c'est son principe. En revanche, mais c'est un détail. C'est un détail par rapport au process dont vous avez parlé. J'entends votre argument, mais voilà. juste pour répondre, ce symbole aujourd'hui n'aura aucune incidence sur les frontières israéliennes. Les accords aujourd'hui d'Oslo de 93, qui définissaient la zone A, la zone B, la zone C aujourd'hui, avec Ramallah, Gaza, Jérusalem-Est aujourd'hui. Si en septembre, le président de la République décide, mais c'est possible qu'il revienne sur sa décision avant septembre. Là, il a dit qu'il va le faire, mais c'est peut-être qu'il va revenir dessus. Quand en septembre, si la France le faisait, mais ça n'aurait aucun impact sur les frontières d'Israël aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est votre point de vue, mais on rappelle le principe et puis la solution à deux États. René, oui, justement, René. Parce que le petit jeune, il est long là. Hein. Oui, mais alors, mais il débute bien. Il débute pas mal. Voilà. René, moi j'avais une question. Sur le fond, je suis d'accord avec lui. Bon, alors sur le fond, on est d'accord. Maintenant, il y a une histoire de calendrier. Oui. C'est-à-dire le moment où Emmanuel Macron choisit de faire cette annonce est peut-être ce qui pose aujourd'hui le plus débat dans le débat franco-français. Absolument. D'abord, je pense que Emmanuel Macron rêve d'avoir sa rue à Gaza, comme Jacques Chirac a sa rue à Ramallah. C'est qu'il y a une rue Jacques Chirac à Ramallah. Et Bill Clinton, sa rue à Pristina au Kosovo, puisque il aura certainement sa rue à Ramallah, il y aura une rue Emmanuel Macron. Bon, le timing est absolument nullissime, parce que Emmanuel Macron, déjà, il devrait aller faire un tour, vous voyez, symboliquement, sur le site de Nova. Vous voyez ? Parce que moi j'étais en Israël, là j'en reviens, je peux vous dire que quand vous êtes là-bas, que vous voyez ça, vous vous rendez compte de l'horreur de ce qui s'est passé. Alors c'est bien beau, Emmanuel Macron, de faire un petit tweet pour dire je vais reconnaître l'État d'Israël. D'ailleurs, reconnaître quel État ? Un État, ça veut rien dire. Reconnaître comme l'État palestinien. L'État palestinien. Ça veut rien dire. Je veux dire, non, mais parce que vous avez ripé, vous avez dit l'État d'Israël. Non, mais ça arrive. Non, mais ce qui veut dire que c'est une vraie décision politique et mais je pense que c'est une décision purement symbolique. René Chiche, c'est une décision électoraliste aussi. Oui, alors en plus, c'est une grave erreur. C'est pourquoi ? Voilà, c'est de l'électoralisme. Vous savez en plus où est la grave erreur que fait Macron, ou c'est une erreur diplomatique, politique, même stratégique, parce que imaginons, ce qui va être le cas visiblement, à moins qu'il y ait une surprise de la part de Macron, c'est possible en septembre. Imaginons effectivement que l'État de Palestine soit reconnu par la France. Normalement, il y a des élections qui sont prévues en 2026, enfin des élections entre guillemets en Palestine. Imaginons, puisque l'autorité palestinienne n'a aucune autorité. Abbas est complètement décrédibilisé, etc. Imaginons que c'est le Hamas qui gagne les élections en 2026. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'aurait prise Macron en reconnaissant cet État de Palestine ? Il joue avec le feu pour moi. Et c'est pas parce que je suis extrêmement lié à Israël que je dis ça. Je trouve qu'objectivement, politiquement, c'est une grave erreur politique. Historique même. Félix, troisième mot, mais a priori c'est le deuxième. Ah bon ? Ah oui, bon, c'est pas grave. Air Scooter, Francky Zapata tentait aujourd'hui une nouvelle traversée de la Manche. L'inventeur casse-cou avait déjà relié les côtes françaises et anglaises en flyboard il y a 6 ans, une sorte de skate volant de son invention. Cette fois, cet après-midi, il tentait de relier Sangatte dans le Pas-de-Calais à Douvres en Angleterre, traversée à bord cette fois d'une autre invention. Un Air
scooter. Voilà, c'est lui qu'on entend. En gros, une sorte de mini-hélicoptère ou bien une sorte de drone avec une petite capsule suspendue juste assez grosse pour contenir un humain. Sauf que cette fois... Bah oui, ça n'a pas fonctionné. C'est parfait, Félix. C'est le premier extrait du blind test, c'est ça? C'est qui Les Vriggles. Les Vriggles. Je connaissais pas les Vriggles. Voilà, et la chanson, je crois que ça s'appelle Plouf. Ok. Donc, pour en revenir à Frankie Zapata. C'est un beau titre. On adore. Problème de moteur, Frankie Zapata. Il a donc fait demi-tour à cause des conditions météo et de ce problème de moteur. Avant, vous l'aurez compris, de tomber à l'eau. Tout le monde va bien. Il a pu amérir en douceur. On fait savoir ses équipes. Des secouristes ont même pu le récupérer. Merci beaucoup, Félix. Eh bien, 17h26, je crois que le Tour de France est en train d'arriver, mon cher Frédéric Brindel. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Et c'est l'œil du Tour de France. La 19e étape du Tour de France, raccourcie à 93 km/100 entre Albertville et La Plagne. Arrivée au sommet, une étape raccourcie pour cause de risque sanitaire, indirectement, puisqu'il y a des problèmes avec les animaux dans la vallée. 2 cols hors catégorie au programme. Vincent Barthaud est avec nous. Nous sommes dans les derniers kilomètres. Vincent Barthaud, un homme seul en tête. Oui, exactement. À 2 km 300 de l'arrivée, c'est Timen Arensman, le coureur d'Ineos. Souvenez-vous, c'est lui qui avait gagné la 14e étape à Super-Bagnères. Il possède exactement 19 secondes d'avance sur un groupe de 4 coureurs où on retrouve pratiquement tous les favoris. Alors, ce sont les 4 premiers du classement général, les poursuivants. Exactement. Vingegaard, Lipovic et Onley qui est en train de se faire lâcher. Par contre, le petit coureur Onley du groupe Pogacar. Alors, 18 secondes à 2 km 2 de l'arrivée. On peut penser que ça sera juste pour Timen Arensman parce que Pogacar a l'air de bien contrôler. C'est lui qui, depuis des kilomètres et des kilomètres, route derrière lui, il contrôle l'écart. Et je pense que quand il va essayer d'attaquer 15 secondes, il va vite rejoindre Arensman. Parmi les informations importantes de la journée, Roglic a craqué, le quintuple vainqueur de Grand Tour. Et aussi, pour l'instant, difficile situation pour le Français, Kevin Vauquelin. Oui, alors écoutez, il s'en tire pas trop mal, le petit Vauquelin, parce qu'il avait perdu une place au général par rapport à Johan Hansen. Mais comme Roglic repère beaucoup de temps, Vauquelin risque de garder... en fait, sa 7e place au classement général. Il est pratiquement à 5 minutes du groupe Pogacar, mais pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance sur son classement en vue de Paris. Bon, il reste 2 kilomètres, on a encore un petit peu de temps, je pense, avant l'arrivée. Vincent Barthaud, on va nous juste lancer le prochain. Voilà. Et puis, restez bien avec nous, Vincent, pour un instant, la confirmation de l'arrivée. Judith. Allez, dans un instant, notre grand débat du jour. Le ministre de la Culture a qualifié une radio de chez nos confrères de la ministre, de radio, de club de CSP+, la présentant comme éloignée des jeunes et des classes populaires. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé ses propos comme stigmatisants et appelle à une refondation complète de la politique culturelle face à la crise du secteur. Elle insiste sur le fait que la culture est un enjeu politique fondamental et pas un simple poste budgétaire à réduire. Parfois, les artistes sont accusés de ne pas assez s'engager politiquement par une partie des Français. Et l'autre partie dénonce en revanche leur manque de pluralisme. Défense d'une idéologie unique, position extrémiste, programmation sectaire dans les festivals, la neutralité du monde de la culture fait débat au cœur de l'été. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. La question suivante, la politisation des événements culturels est-elle pour vous normale, excessive ou insuffisante? La tendance est plus à excessive pour l'instant. On va vous donner les résultats dans un instant. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, vous le savez. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Barbier qui est éditorialiste et homme de théâtre. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bonsoir Judith, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Christophe, est-ce qu'il est si urgent que cela de repenser la politique culturelle française, selon vous ? Alors, il faut repenser la politique culturelle. De toute façon, la politique et la culture sont mêlées depuis environ 2500 ans. Alors, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Voilà, c'est une réponse claire. On retourne sur le Tour de France avec Frédéric Brindel. Christophe Barbier, vous restez avec nous, on reprend le débat dans un instant. Du coup, Christophe, vous allez devenir supporter d'on ne sait qui, Pogacar ou Vingegaard, vous nous direz. En tout cas, on retrouve Vincent Barthaud. Ça y est, Vincent, c'est le dernier kilomètre et sans doute donc la victoire néerlandaise. Eh non, c'est pas évident. Il a une petite quinzaine de secondes. Il y a Lipovic qui roule derrière avec dans sa roue Pogacar et Vingegaard. Voilà les trois qui suivent Arensman. Ça sera le podium à Paris, on peut vous le dire maintenant. Ce sera les 3 hommes, ça sera Pogacar, deuxième Vingegaard et troisième Lipovic. Alors pour l'instant, voilà,
le coureur Thymen Arensman va franchir le dernier kilomètre et il possède que 9 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. C'est dire que ça va être vraiment très très chaud pour cette arrivée ici à la Plagne. Eh oui. La Plagne sous la pluie, sous la pluie. On peut vous dire que les coureurs depuis à peu près un peu plus de 2 heures, ils sont sous la pluie. Il fait vraiment très froid. On a changé complètement de température, mais Lipovic est toujours en train de mener parce que lui, il veut creuser un écart par rapport à Onley qui était son poursuivant au classement général à la 4e place. Ouais, c'était terrible ce match parce que c'était la place sur le podium et le maillot blanc de meilleur jeune en plus. Donc avantage à l'Allemand. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, l'arrivée va bientôt se faire. On est à 500 mètres de l'arrivée. Thymen Arensman, est-ce qu'il espère remporter encore victoire après avoir gagné à Super-Banner? C'est pas sûr, il n'a pas su creuser vraiment un écart comme il fallait. Il est en tête depuis une dizaine de kilomètres. Pogacar a très géré et pour l'instant il a un allié de circonstance avec Lipovic. Il se laisse emmener. Vingegaard est toujours en 3e position, juste dans la roue. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'il va résister? Et on espère qu'il va résister. Il mériterait gagner, mais je pense que Pogacar a toujours bien géré cette étape pour gagner aujourd'hui. Lui qui depuis quelques jours on a dit, le public dit que Pogacar laissait faire un petit peu les autres et qu'il voulait pas tout le temps gagner, mais je pense qu'aujourd'hui l'envie de gagner va falloir. Ça va passer 300 mètres, 200 mètres même. 200 mètres, ouais, 200 mètres. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller, autrement Arensman va gagner, mais j'ai l'impression que là il a glissé, Arensman, il a glissé sur la route. Oula. Il a failli tomber sur une bande blanche. Ouais, ça tient, tout le monde pousse ici, les vraies voix poussent, il y a Michael Sherman et René Chiche qui poussent, ils grimpent avec lui. Il pousse le vélo. Il a gagné. Allez, il gagne devant Vingegaard et Pogacar. Alors on s'est pas ennuyé, mais elle n'a pas été très vivante cette étape, voilà. Mais bon, les joueurs sont tous fatigués. Je crois qu'on a l'impression que vite fait que Paris arrive. Et voilà, on a le podium, je pense, entre Pogacar, Vingegaard et Lipovic. Bon, et tout à l'heure à 18h20, après, avec Pascal Chanteur, on fera le point pour Kevin Vauquelin. Va-t-il garder son top 10? C'est une des questions. Merci, cher Vincent Barthaud. Je savais pas que vous poussiez les vélos, Michael Sherman. Pas que les vélos. Bon, et on se retrouve ce soir, vous le savez, pour les vraies voix du Tour de France. Tout à fait. 19h-20h. 19h-20h, vous allez fêter notamment avec Bernard Thévenet, les 50 ans de sa première victoire. Et oui, il sera avec nous, le grand Bernard Thévenet. Voilà, allez, Christophe Barbier, vous restez avec nous, vous aussi les auditeurs, vous restez avec nous. On revient tout de suite pour le grand débat du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, nos deux vraies voix ce soir ont poussé très fort dans la montée de la Plagne. Ils ont résisté, ils se sont imposés. Grâce à l'expérience de René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre, et grâce à la fougue et la jeunesse pour sa première de Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité, conseiller municipal à Charenton-le-Pont et donc boxeur. Voilà. Allez, grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Rachida Dati a affirmé que l'une des radios de Radio France constitue un club de CSP+, c'est-à-dire un média déconnecté des jeunes et des classes populaires. Elle a pris l'exemple des maçons en disant qu'ils n'écoutent pas cette station, ce qu'elle déplore, tout en présentant cela comme un fait social. Cette déclaration a été perçue par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, comme une forme de stigmatisation et de mépris envers les classes populaires. En réaction, elle a vivement critiqué ces clichés sociaux et a appelé à une révision profonde de la politique culturelle en France, mettant en lumière la grave crise du secteur. Elle a également souligné l'urgence d'organiser un large débat transpartisan, rappelant que la culture doit être considérée comme un enjeu politique majeur et non simplement comme un poste budgétaire à diminuer. En cette période de festival, beaucoup exposent leurs revendications au nom des artistes et des intermittents du spectacle. Nos confrères de Marianne regrettent cette semaine dans leur colonne le militantisme politique de la culture en rappelant qu'une large partie de ces activités sont financées par de l'argent public. La ministre Rachida Dati n'a pas pris le risque d'assister au spectacle du Festival d'Avignon suite aux menaces des syndicats. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X
de Sud Radio. Je rigole parce que il y a beaucoup de réponses. C'est un résultat clair, a priori. Et c'est un résultat clair. Alors, la question, la politisation des événements culturels est-elle 1, normale, 2, excessive, 3, insuffisante? Vous dites normale à 7% et excessive à 93%. Et pour la première fois de l'histoire de ce jeu, insuffisante, 0%. De ce jeu, j'adore. Oui, parce que c'est une petite consultation, ce n'est pas un sondage, attention. Christophe Barbier est avec nous, éditorialiste et homme de théâtre. Alors vous avez commencé à nous expliquer, Christophe, juste avant la coupure, que le théâtre et la politique sont étroitement mêlés depuis 2500 ans. Alors un petit exemple assez précis, Madame Dati, notre ministre de la Culture, n'a pas été à la rencontre des artistes au Festival d'Avignon. Alors notamment parce qu'elle est attaquée par la CGT Spectacle, mais elle a quand même rompu une tradition qui était lancée par le Premier ministre de la Culture, André Malraux. Donc c'est une vieille, longue tradition. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi en ce moment en France ? Oui, c'est le problème en France, cette politisation de la culture, parce qu'elle tourne toujours au bras de fer. Au bras de fer entre les syndicats, qui ont à la fois des revendications budgétaires et puis leurs propres valeurs, et de l'autre côté, l'État. L'État qui en a souvent assez qu'on lui tende la sébile pour créer des œuvres où on dit du mal des politiques et des gouvernants. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Néanmoins, il ne faut pas dramatiser à l'excès, tout en restant vigilant parce que c'est un sujet sérieux. En 1966, quand Jean Genet a créé Les Paravents, une pièce qui disait beaucoup de mal de l'armée française, il y avait eu des manifestations contre cette pièce. On voulait son interdiction. Il y a eu un débat à l'Assemblée. Et André Malraux est venu à l'Assemblée et il a dit « Mesdames et messieurs, la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais avant de la jeter par la fenêtre, il faut y regarder à 2 fois. » Et il a expliqué pourquoi il fallait continuer à subventionner la culture, même quand ça se retourne contre le subventionneur, avec comme juge de paix la liberté du citoyen. Le citoyen, il peut voter pour ou contre un spectacle, pour ou contre un livre, en n'allant pas assister au spectacle ou en ne lisant pas le livre. Tant qu'on a le pluralisme dans notre pays, il faut être rassuré. Néanmoins, il faut regarder les messages qui passent à travers les œuvres, parce que c'est parfois des messages contestables, voire scandaleux. Et puis il faut demander des comptes à ceux qui créent des spectacles avec l'argent public, parce qu'on veut un retour sur investissement. Alors, René Chiche, l'une de nos vraies voix, qui est également régulièrement sur Sud Radio, notre envoyé spécial au Festival de Cannes. Oui. D'Avignon. Et puis d'Avignon aussi, mais au Festival de Cannes chaque année. Oui, pardon. C'est au mois de mai, le Festival de Cannes. Voilà. Et en fait, ça parle de cinéma, quoi. Voilà. C'est vrai. Oui, pas vrai. Incroyable. Il y a un tapis rouge, non? René Chiche, est-ce que cette pluralité finalement qu'on demande au monde de la culture, c'est de fait, ou alors il y a cette vision unique, politique? Alors, moi, pour répondre précisément à votre question, parce qu'il y a une politisation des événements culturels, moi je ne suis pas tellement d'accord. Je vous explique pourquoi. Il y a, à mon avis, des péripéties politiques dans des événements culturels. Prenons l'exemple du Festival d'Avignon. Effectivement, il y a eu au départ la déclaration du directeur, Thiago Rodriguez, qui a fait une déclaration pro-Gaza, etc. Bon, comme d'autres artistes le font assez souvent, bon, ça c'est leurs opinions. En même temps, un artiste, vous voyez, je suis objectif, un artiste, c'est quand même au départ la liberté d'expression. C'est la liberté d'opinion. Un artiste, c'est la liberté en ensemble, vous voyez. Donc, il a le droit d'exprimer une opinion, même si ça peut heurter certaines choses. Mais pour dire est-ce que les événements culturels sont politisés, ça voudrait dire qu'un événement culturel dans sa globalité a une idéologie politique, propose des œuvres politiques politisées. Alors vous prenez par exemple, alors parfois il y a des prises de position politiques durant des événements. Parlons du cinéma exactement. Et qui pour certains artistes ne sont pas acceptés. Alors souvent ça concerne ceux de droite. On se souvient des chanteurs qui fêtaient Nicolas Sarkozy en 2007 et qui ont été blacklistés. Parce que là on parle de culture dans sa globalité. Prenons l'exemple par exemple du cinéma. Il y a 2 ans, lorsque Justine Triet a reçu sa Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, elle a fait effectivement une déclaration politique qui était ridicule, puisqu'à la fin de son discours, devant un parterre de producteurs mondiaux qui ne connaissaient rien de la politique en France ou d'acteurs mondiaux, elle a fait une déclaration contre la réforme des retraites. Vous voyez, c'est un peu ridicule, ce genre de choses. Vous avez aussi récemment Eric Clapton, ça n'a aucun rapport, mais c'est la globalité culturelle, qui est arrivé sur la scène de Bercy il y a un mois avec une guitare aux couleurs du drapeau palestinien. Donc vous voyez, moi je crois qu'il y a des péripéties culturelles, mais on peut pas dire que sur les 7300 festivals en France, parce qu'il y en a quand même 7300 en France à peu près, il y ait à chaque fois des festivals politisés dans leur globalité. Effectivement, parfois, il y a des prises de position politiques d'artistes durant ces événements culturels. Michael Sherman, il y en a beaucoup qui parlent d'une wokisation globale de la culture en général, en France en particulier, mais effectivement aussi dans le monde entier, en particulier aux États-Unis.
La contestation a toujours été dans la culture. La culture est un lieu d'engagement et de contestation, donc ça c'est pas un problème. Après, vous revenez sur le terme de wokisation de la société française, parce que ce qui se passe en France, si vous remarquerez, on a toujours 10 ans de retard. Ce qui s'est passé aux États-Unis 2016 parlait déjà le président Trump à l'époque de wokisation, de woke, etc. Parce qu'il parlait de la racine awake, c'était les éveillés qui voulaient mettre en place des contestations sociales et sociétales. On est en retard par rapport aux Américains, mais on est peut-être en avance par rapport ou du moins ça nous permet de voir ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que aujourd'hui cette mainmise de la culture, mais pas que de la culture, de différents champs culturels, de l'éducation, de l'économie, où vous allez voir des contestations, on a vu même sur les campus américains, des importations d'un conflit étranger, comme notamment la cause de Gaza, comme René Chiche le disait. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes, en tant qu'élus locaux, en tant qu'élus de la nation, comptables des finances publiques. Aujourd'hui, la culture reçoit plusieurs centaines de millions d'euros pour parfois produire des œuvres qui sont politisées. Et c'est là le problème où aussi on doit se dire, on est comptable de ces finances publiques, on injecte les conseillers régionaux donnent des millions d'euros pour les films, notamment. C'est ce que met en avance Marianne, justement, là, dans ce dossier. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectif de réalisation. C'est-à-dire qu'ils produisent des navets où les Français ne vont pas dans les salles et on continue à refinancer ces producteurs. Attendez. Christophe Barbier, justement, tiens, un bon exemple de cette tendance woke, en tout cas selon certains, c'est la présence de drag queen et la parodie de la scène, vous savez, pendant les JO représentés par Léonard de Vinci au XVe siècle. Sandrine Rousseau, elle a dit que c'était la meilleure réponse à la montée du fascisme et de l'extrême droite, cette cérémonie, que le monde soit woke. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? D'abord qu'on n'est jamais déçu par Sandrine Rousseau. On fait rentrer de grandes elle a ses références, hein. Elle a des lectures, Judith. C'est pas ma préférée, celle-là. Que la cérémonie des JO ait choisi la transgression avec Marie-Antoinette portant sa propre tête ou bien cette scène finale, pourquoi pas, comme ça a été dit, l'artiste c'est la liberté d'expression, la liberté d'expression c'est la provocation. Pour susciter, on aime, on n'aime pas, on y va, on n'y va pas, et on applaudit ou on siffle. Et ça c'est très très bien. Après, il ne faut pas faire de grandes démarches idéologiques avec ça. Il n'y avait pas plus de lutte antifasciste dans cette scène qu'il y avait de danger pour la civilisation et pour l'avenir de notre civilisation judéo-chrétienne. Il y avait une provocation, clin d'œil. Ce qui pouvait être un peu gênant, c'est que les créateurs ne l'ont pas assumé. Ils auraient dû dire, bah oui, bah voilà, on vous a mis un peu une claque, on respecte quand même, mais c'était pour vous bouger, et puis le débat est ouvert. D'ailleurs, cette cérémonie était multifacette. Il y a des choses que tout le monde a aimées, le cheval sur la scène, il y a des choses que tout le monde a détestées, puis il y a des choses qui ont divisé. Et ça, c'est très bien. Mais surtout, ne pas laisser la culture, même quand elle est politisée, être récupérée par les politiques. C'est-à-dire être récupérée à des fins électoralistes, intéressés. Avoir une opinion tranchée, porter une idée politique contestable, ça nourrit un débat. Un débat qui va être sur les scènes, dans les livres, et un débat qui va être après dans l'agora. Mais en faire un outil au service d'une ambition politique électorale, là, on tombe dans la culture officielle. On tombe dans la culture. Alors, réaction au 0826 300 300 avec notre auditrice fil rouge, Nathalie. Nathalie, je regarde encore la consultation excessive. Alors, la politisation des événements culturels est-elle, vous dites, excessive à 92%, les auditeurs de Sud Radio, normal à 8%, il y a toujours 0% pour insuffisante. Si quelqu'un veut appuyer sur le bouton, n'hésitez pas, on évitera de faire 0%. Quel est votre sentiment, Nathalie ? Non, j'appuierai pas sur le bouton suffisant. Non. Je pense que c'est excessif. Alors, je suis d'accord, j'ai entendu Christophe Barbier, il y a deux paramètres. Forcément, on regarde une pièce de Beaumarchais de Molière. Et c'est la liberté d'expression. Bougez pas trop, Nathalie, parce que sinon on vous entend pas. Allez-y, recommencez. Donc je disais, si on regarde des pièces de Beaumarchais ou de Molière, c'est politiquement critique. Oui, c'est ça la liberté d'expression, c'est ça qui nous a fait évoluer. En revanche, ce que je déplore, c'est la politisation des événements culturels tels que le Festival d'Avignon, c'est idéologique, on ne rentre pas dans cette idéologie. On est bon à donner au pourceau, à jeter au pourceau, c'est invraisemblable. Et j'ai été parce que c'est la culture en globalité, j'ai été au concert de Diana Ross, qui a commencé, parce qu'elle est iconique de cette culture afro-américaine, de par ses cheveux. Elle a mis un film, parce qu'elle est magnifique, elle a mis un film sur sa vie, son enfance, et c'était la ségrégation des États-Unis. C'était pas facile. Elle a dit, nous étions pauvres, c'était difficile, mais j'étais très heureuse. Et c'était politique, je pense, mais ça n'était pas idéologique. Et ça fait d'elle une grande dame et une ambiance très comment dire, solidaire, très conviviale.
Et c'est ça que j'apprécie. Christophe Barbier, c'est intéressant cette nuance justement entre politique et idéologie. Oui, c'est très très intéressant parce que politique, c'est police, c'est la ville. Et donc la vie de la cité, c'est la vie du débat démocratique et du débat culturel. D'ailleurs, le théâtre et la démocratie ont été inventés en même temps à Athènes dans le siècle d'or. Maintenant, quand on fait de l'idéologie, on veut faire du bourrage de crâne. Il y a le bien et le mal, il y a la vérité et le mensonge. Et on transforme en effet le spectacle en propagande. Ou bien les démonstrations culturelles en démonstration à la gloire du régime, comme on l'a vu sous certains régimes autocratiques. Donc c'est une vraie bonne distinction. Donc il faut se méfier beaucoup de la culture quand elle devient didactique et propagandiste. Tant qu'elle est politique, mais en acceptant une réponse, ça, c'est très bien. Et le problème d'ailleurs dans les festivals qu'on cite, c'est pas tant les pièces politiques qui y sont mises en avant, c'est les positions politiques qui peuvent être censurées, ceux qui peuvent être refoulés, ceux qui n'auront pas droit de citer dans ces festivals. À ce moment-là, on passe du chaudron politique au glacis idéologique, et ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup, Christophe Barbier. On vous retrouve sur scène bientôt, Christophe. Bien sûr, dans Offenbach. Le 30 juillet à Ramatuelle, voilà. Offenbach. Et c'est une création que vous avez fait où vous jouez et vous avez sur scène avec vous une cantatrice et un pianiste. Ouais. Ça donne envie. Et moi j'ai un rêve, c'est qu'un jour. Ça nous ramène en 1867, une période très politique aussi. Bon, ouais, tout à fait. Et j'ai un rêve, c'est qu'un jour vous vous produisiez à Séville. On irait voir le Barbier. Il me l'a fait tout à l'heure. Il fallait mais que je l'adore celle-là. Je suis désolé, Christophe. Allez, merci beaucoup, Christophe. On viendra vous voir le 29 juillet. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous. Parce que après, on va jouer, on va faire un quiz musical que je vous ai concocté, moi. Il va faire plaisir à Frédéric Brandel. Le problème, c'est qu'on a le meilleur de toute l'histoire des vraies voix qui est là, René Chiche. Et on va voir ce que Mickaël va faire. Je suis plus stressé pour le quiz que pour le débat. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Ah, ça discute en antenne dans les vraies voix de l'été entre particulièrement René Chiche et Frédéric Brandel. Je tiens à le dire, je vous balance. Voilà. On s'est lancé sur le cinéma, donc. Allez-y, René Chiche. Les cours alors. Une petite connexion, Mickaël Judith. Ah bon, mais en même temps, vous êtes en train de discuter, René, Frédéric. On se connaît pas, on se découvre. Donc chacun discute avec sa vraie voix. Non mais enfin, n'importe quoi. J'ai créé un malaise. Vous m'avez rendu aussi rouge que les couleurs de Sud Radio, vous êtes au top. Merci, René. Du coup, on ne le voit pas puisque derrière c'est rouge. Voilà. Bon. Donc sinon, vous êtes rédacteur en chef du groupe Entreprendre, vous faites des trucs des fois. Pas du tout. J'ai ouvert un magasin de fruits primeurs. Oui, c'est ça. Voilà. Tiens, vous dire. Et donc sinon, Mickaël Sherman, vous êtes président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et elle avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Elle est là. Nathalie. Eh oui, Nathalie, vous y connaissez en musique? Je vais voir. Je rappelle le principe de ce quiz. Elle est facile, la playlist d'aujourd'hui. Alors, donc, nous aurons 9 extraits. Yes. Chacun joue pour sa paroisse. D'un côté Nathalie, de l'autre René et de l'autre Mickaël. Et celui qui est le plus rapide à donner l'interprète de la chanson marque des points. Donc, au bout des 9 extraits, on verra qui gagnera. Je précise et je le rappelle, Judith, que celui qui battra René Chiche sera le premier puisqu'il est de loin le meilleur de toute l'histoire. L'idée, c'est qu'il faut aller très vite. Voilà. D'accord. Il faut aller très vite. Vous restez bien collé au micro. Vous à votre téléphone, Nathalie. D'accord, vous êtes prêts? Très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les tubes intemporels. Donc, normalement, ça devrait être facile. D'accord. Allez, c'est parti, numéro 1. Les Beatles. C'est René. Il était avant moi. Le problème, c'est qu'il est rapide. Mais pas loin. Nathalie, il faut être rapide. Vous avez compris, on a René Chiche. Oui, on entend il va moins très bien. vite. On entend moins bien. Ah, c'est vrai. Alors, c'est pour ça, il faut peut-être augmenter un peu le son de notre auditrice qu'on l'entend. Même en plateau. Voilà. Et en plateau, la musique. Faites attention parce que René Chiche fait le poids. C'était très beau. On n'a jamais fait celle-là. On n'a jamais fait. Allez, numéro 2. Ah oui, ok. Ah, Beyoncé. Ouais. Oh là 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 là. Beyoncé, René. Tu connaissais pas bien. Nathalie, vous ne l'aviez pas? Non. Vous ne l'aviez pas. Mais il est fort. Pas du tout. Bon, allez. Vous êtes prêts? On se calme, on se concentre. Numéro 3. Je lui dis
c'est pas ma génération. Ouais, mais Nathalie, elle l'avait aussi. Non, parce qu'il dit Christophe, maintenant je l'ai. Mais je l'aurais pas découvert. Nathalie, on vous entend pas. Hein. Nathalie l'avait. Moi, j'ai entendu Nathalie. Ah oui. Moi, je crie. Mais le Est-ce problème, qu'on peut c'est que. augmenter la voix de l'auditrice plutôt? Non, on peut pas. Bon. Bah, non, mais écoutez. je l'entendais bien, Vous Nathalie. l'entendez Je l'ai bien bien entendu. C'est parti, allez, 3 secondes après René, quoi. Voilà. René, chiche, 3. Chiche, Nathalie René. et Michael, 0. Allez, numéro 4. Non, mais bon, on va vous laisser. Non, mais c'est fatigant, en fait. On va vous laisser jouer tout seul, René. Hein. Attendez, j'ajoute quelque chose au règlement. Oui. Vous savez qu'il y a 9 extraits. Si René met le 5e point, mathématiquement, il ne peut plus perdre. Auquel Il a mis cas, ses lunettes de nous soleil, en aurions plus. le match pour la 2e place entre Michael et Nathalie uniquement. Freddy, vrai. le blind test. Le blind test. Pour ceux qui écoutent la radio, Après, c'est-à-dire on tout le repart. monde, ça ne marche pas puisqu'on ne vous voit pas, vous avez mis des lunettes. On Dieu, continue. mon Dieu. Allez, numéro 5. George Michael. Oui, elle l'a dit, Nathalie. Nathalie l'a dit. Prince. Non, Oui, mais elle l'avait dit. Nathalie, vous l'avez dit, hein. Elle a dit? Oui, c'était Prince, oui. Oui. Premier point pour Nathalie. Mais je l'ai dit avant toi. Je l'ai dit avant toi. Non, Je mais promets que j'entendais pas là. pour ceux qui nous écoutent, sachez que René Chiche a mis des lunettes de soleil oui, dans bien le sûr. studio. On le Bien redit sûr. quand même. Et arrêtez de taper sur la table ceux qui s'énervent. C'est moi qui m'énerve. Désolé. Allez, numéro Je suis trop investi dans le jeu. 6. Vanessa Paradis. Ah, Vanessa Paradis. Moi, je vais m'asseoir à côté en régie. Regardez ce qui Ceci se passe. conclut le vote du jury luxembourgeois. 12 points pour René Chiche qui gagne l'Eurovision de la chanson. Voici maintenant, mesdames et messieurs, le match entre Nathalie et Michael pour les 3 derniers extraits. Ah bon? Allez, numéro 7. Non, tu joues plus. Oh, bah d'accord. Bon, au moins, on va essayer quelque chose. Et arrêtez de taper sur la table. Oui. Je l'ai pas. Moi, je veux pas savoir. C'est pas Vous ne Katy l'avez Perry. pas, Nathalie? Ah, il a pas René non Katy plus. Perry, Non. Ah non, Attends. Michael, alors? Je la connais, mais attends. fuck you là. On peut dire qu'elle l'a mauvaise. Ouais, c'est fuck you, mais j'ai oublié comment ça s'appelle la chanteuse. Parlons vrai sur Sud Voilà, Radio. c'est fuck you. Vous ne l'avez pas, Nathalie non plus. Nathalie, elle Non, l'a non, non, mauvaise. non, non. Elle l'a mauvaise. C'est Lily Allen. Ah ouais. Mauvaise non, j'aurais haleine. pas. Le nom est un peu dur quand même. hein. Merci de rire, Nathalie. Merci beaucoup. Merci, je vous Bon, allez, remercie. celle-là, elle va être facile. Hein. Ah bon Numéro 8. Nathalie, mathématiquement, vous êtes 2e. Et alors, celle-là, c'était juste parce que ça me faisait marrer de l'entendre sur Sud Et Radio. attendez, ça veut dire que si vous gagnez, Nathalie, cet extrait, vous renvoyez Mickaël pour sa première à un 0 pointé, ce qui serait terrible. Mais je pourrais. Mais au moins, j'aurai une marge de progression à la prochaine émission. C'est indéniable. Il y a la ligne 8. Attention. C'est vrai. Vous êtes prêts? Parce que ça, je crois pas qu'on ait déjà entendu ça sur Sud Radio. Allez, c'est parti. Bla 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 pouki. Ah bah si. Ah, il a eu un point. 5 points pour le roi René, 2 points pour la princesse Nathalie et 1 point pour le Nathalie, elle est valet morte de Mickaël. rire. Franchement, j'aurais pu faire 9. Hein. Bon. J'aurais pu faire 9, sérieusement. Je sauve l'honneur. Non, Bravo, non, Mickaël. vous n'avez Oui, pas Lily trouvé Allen. Lily Lily Allen, Allen. c'est vrai. Attention, vous n'auriez pas fait 9, Vous m'avez donné fait 8. chaud, là. J'étais stressé. Pourquoi? Parce qu'elle est mauvaise haleine. Oh là là. Et reprenez Jamais jeu de mots. et reprenez mes idiots. C'est vrai. C'est la Reprenez mes fête idiots. aujourd'hui. Et Nathalie, elle est morte de rire. On vous adore, Nathalie. Vous pouvez nous rappeler quand Bravo, vous voulez. Nathalie. Hein. Vous Non, mais êtes je la remercie, parfaite. elle m'a laissé quand même gagner. Vous êtes Un point. charmante. Merci, Nathalie, d'avoir joué Nathalie, avec merci nous. pour votre sujet, merci pour votre bonne c'est humeur, vrai. merci pour la pertinence de vos propos. Voilà. Et rappelez-nous Merci quand à vous vous. voulez. À très bientôt. Merci à vous. Allez, vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Dans un petit instant, c'est les infos. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent. Notamment, vous, les auditeurs qui appelez au 0826 300 300. On a un sujet auditeur qui arrive. Donc, restez là avec nous pour l'écouter. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous sommes repartis pour la deuxième mi-temps, ou la deuxième étape, ou le deuxième round, c'est comme on veut. Voilà. Round. Ouais, faut aimer le sport. C'est un quoi. round. J'ai dit quoi? Round? On dit round quand même. Ouais, mais ça, c'est mon accent écossais. Moi, j'ai appris en C'est Écosse. ça. Voilà. Nous devrions voir René Chiche, rédacteur en chef du groupe, entreprendre une référence dans le métier, René Une Chiche. légende, une légende. Oui. Et puis, Michael Sherman pour sa première dans les
vraies voix. Président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Merci. Allez, parle en vrai sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez. Sud Radio, c'est votre radio. On en reçoit plutôt. Qui nous appelle? Olivier, qui nous appelle de Melun. J'ai pas tout compris là. Qui nous reçoit en fait? Olivier, vous êtes là avec nous, pardon, hein, je bafouille. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. On est vendredi, on a le temps d'être fatigué. Oui, ou juste il fait chaud. Alors, les municipales, vous voulez nous parler des municipales à Paris, Lyon et Marseille avec cette réforme du mode de scrutin qui a été définitivement adoptée, Olivier? Et oui, en fait, les Français dont je fais partie, on râle parce qu'on nous demande jamais notre avis, on fait jamais écoutez, quand on nous demande notre avis qu'il faut 1 million de voix pour que ça puisse passer, le mot m'échappe. Bon, bref. Là, enfin, ce que je comprenais pas dans cette anomalie... Un référendum. Un référendum. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, le fait que sur ces grandes villes, moi j'étais parisien pendant 15 ans, et j'étais très frustré de ne pas pouvoir choisir moi-même mon maire. En plus, à chaque fois que vous voyez un reportage sur les maires, on dit que c'est un élu de proximité, que les gens peuvent voter pour un maire qui n'est pas de leur couleur politique, mais parce que celui-là, ils le connaissent et qu'ils veulent bien, ils trouvent qu'il travaille bien, du coup, on s'en fout, je suis de gauche, j'en ai un centre-droite, mais ça me dérange pas parce que je trouve que le mec travaille bien. C'est un peu ce qu'on entend tout le temps dans l'élection des maires. Et là, à Paris et Lyon, les grandes villes, c'était pas possible. Et je trouve que le fait que ça redevienne possible, ça donne une espèce de bouffée d'air frais. Alors, j'ai aucune idée de la tétrachier d'enquiquidement que ça va causer de chambouler le truc, mais juste comme ça, vu de mon canapé, je trouve que ça me fait plaisir que, de nouveau, les Parisiens pourront donner leur avis à eux pour élire leur maire. Et ça, c'est bien. Et je précise que vous appelez de Melun en Seine-et-Marne. Oui, donc ça me touche pas. Mais j'étais parisien pendant 15 ans et je peux vous dire que j'ai eu une élection où effectivement j'ai élu mon maire d'arrondissement, mais j'avais pas la main sur le maire à la fin et ça m'énervait. Oui. Donc là je suis content. C'est assez logique. Michael Sherman, qu'est-ce que vous en pensez de ce changement justement de mode de scrutin? La loi PLM, Paris-Lyon-Marseille. Nous, il faut savoir qu'on est très impacté parce que comme on est en première couronne, Charenton-le-Pont, on touche le 12e arrondissement, on est vraiment frontalier. Et c'est vrai que dans le dialogue notamment entre notre commune et Paris, puisque vous savez, il y a énormément notamment sur le plan de la sécurité, il n'y a qu'une rue qui nous sépare. Il y a qu'une avenue, l'avenue de Gravel notamment. Et c'est vrai qu'on est très impacté. Mais vous savez, même à l'échelle d'une commune qui ne dépend pas de la loi Paris-Lyon-Marseille, on élit une liste et après, c'est les conseils municipaux qui élisent des maires. Donc les remarques que disait cet auditeur, on les subit aussi même dans toutes les villes de France. Où, quelque part, vous croyez élire un maire, mais vous élisez une équipe. Donc ce que vous voudriez, c'est que ça soit la même chose pour les petites communes, par exemple? Peut-être pas sur les petites communes, mais c'est vrai qu'il faudrait une représentativité, et peut-être un dialogue plus direct et que quelque part les administrés se sentent plus représentés. C'est ça aussi le problème, et ce que disait, je crois, cet auditeur, si j'ai bien compris le fond de sa pensée, c'est qu'il avait besoin d'avoir un maire qui le représente et qui lui, peut-être pas qui lui ressemble. Mais qu'il est élu en tout cas directement. Voilà. Et Olivier confirme. René Chiche, vous êtes parisien? Oui, moi je suis parisien et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre auditeur. Je trouve que c'est tout à fait logique et même purement démocratique qu'on puisse savoir quel maire de Paris on aura vraiment. C'est vrai que quand on vote pour un maire d'arrondissement, donc une liste, etc. Et donc après il y a le conseil de Paris qui se réunit. C'est forcément le maire auquel on aurait voulu voter de façon. Mais c'est un peu le système américain avec les États, en fait. C'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire les systèmes américains, en fait, on vote pour les grands électeurs. Absolument. Écoutez, moi je suis pour une élection purement démocratique, à la limite ce système de liste, à la limite. Moi je verrais même carrément une sorte de mini présidentielle, vous voyez, dans les grandes villes. Pourquoi il n'y aurait pas finalement des candidats, au-delà des listes qui s'affirmeraient comme les réels candidats pour la mairie de Paris, et on voterait pour une ou un maire de droite ou de gauche. C'est vrai que ça serait plus logique. C'est ça le plus logique. Et ça qui est quand même, c'est ça la démocratie quand même. Et là, c'est vrai. En plus, on a dernière chose avec ce système qu'on avait actuellement, on avait quand même aussi des systèmes quand même un peu de, je sais pas si Mickaël pourra me confirmer ça, mais j'aime pas utiliser ce mot, mais un peu de quand même de magouille, d'arrangement entre listes, etc. C'est toujours un peu ce genre de choses. Alors justement, pour rappel et pour éviter justement le bazar comme ça, il y aura une instauration de 2 scrutins distincts dans les métropoles, un pour élire les conseils d'arrondissement ou de secteur, et un pour ceux du conseil municipal sur circonscription unique. Voilà. Donc effectivement, on change de manière de faire et c'est pas plus mal. Merci Olivier, c'est un excellent sujet. Olivier. Excellent sujet. Ils sont bons nos auditeurs. Allez-y rapidement, Olivier. Oui. Je trouve que ça fait 2 fois qu'on nous écoute, nous, le petit peuple, parce que la ZFE qui explose, ça fait aussi partie des mêmes désidérata de trucs directs.
On voulait pas de la ZFE, je voyais pas l'intérêt de faire dépenser des milliers d'euros à des gens pour changer un matériel qu'ils avaient déjà. Il aurait été plus intelligent de leur demander de dépenser 10 000 euros pour acheter une pompe à chaleur et garder leur vieille bagnole, plutôt que de changer leur vieille voiture qui va continuer à rouler ailleurs et en acheter une nouvelle dont ils n'ont pas les moyens. C'est un peu la même idée. On nous a un peu écouté, ça fait du bien. Zone à faible émission et le scrutin électoral, la totale. Merci Olivier. Voilà, vous le savez, vous avez entendu Olivier, c'est votre parole qui fait la différence sur Sud Radio. Au 0826 300 300, vous avez la charmante Aude qui vous attend et vous pouvez faire entendre votre voix. Restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu et c'est un vrai sujet d'été, les urgences. À tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h16 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, comme chaque été, les difficultés des urgences s'aggravent pendant les vacances. Des tensions signalées dans le Var où le plan blanc premier niveau a été déclenché à Toulon. Du côté de Rennes, il faut appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Une régulation déjà mise en place comme ça dans d'autres hôpitaux en France. Ici et là, on a aussi des urgences qui ferment carrément pendant quelques jours ou seulement la nuit en fonction des aléas, du manque d'effectifs. Quand c'est pas carrément des fermetures définitives. Il s'en est fallu de peu ces derniers jours à Saint-Jean-de-Luz, au-delà de la période estivale qui peut mettre les urgences en tension avec un afflux de population dans certaines zones, par exemple sur la côte, et puis les congés du personnel. Le malaise est plus profond par endroits. Pour en parler, nous sommes avec le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir Patrick Pelou. Eh oui, bonsoir Patrick Pelou. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous avez par exemple alerté récemment dans Ouest France au sujet des urgences de l'hôpital de la Côte-Fleurie à Cricbeuf dans le Calvados. Par exemple, elles seront fermées, ces urgences, demain et après-demain dans le Calvados. Là, par exemple, c'est pas seulement à cause de la saison estivale. Il y a un problème récurrent, plus profond, qui est aggravé par les beaux jours. Oui, il y a énormément de choses à dire. C'est-à-dire que, il y a la crise, comme vous rappeliez dans le chapeau de l'émission, qui est le sempiternel problème des urgences, qui date pas d'aujourd'hui. Mais on s'y est pris très mal pour le résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et ça c'est tout nouveau, ça date de décembre, on a essayé de protester contre ça, mais il n'y a rien eu à faire. Ils ont décidé de passer ça parce que comme c'est le syndicat qui était tenu par l'ancien ministre Braun et qui voulait absolument avoir le système comme au Danemark, ils ont insisté pour dire faut fermer les structures d'urgence et dire aux gens de les réguler, c'est-à-dire de leur dire de téléphoner. Bon, pour nous, c'est un échec total parce que d'abord, je pense qu'on prend les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, parce que j'ai jamais vu quelqu'un aller aux urgences par plaisir ou parce qu'il avait rien d'autre à faire. Ça n'existe pas. Par nécessité, c'est une certitude puisqu'il n'y a pas d'ailleurs où aller et que maintenant, on est en train de saccager le système de la régulation du SAMU par des appels. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quelqu'un qui vous appelle en disant « j'ai mal au ventre, je suis devant les urgences, est-ce que je peux y aller ?» Non, mais vous vous rendez compte dans quel merdier on s'est foutu. On a créé un truc et une stratégie qui est d'essayer de limiter l'accès aux soins aux urgences comme si le problème était d'empêcher les gens d'aller aux urgences, alors que le problème, c'est de prendre en charge correctement. Mais ça Patrick Pelou, vous dites que ça a été inspiré de l'exemple danois, qui sont assez bien organisés dans leur société. Ça marche au Danemark ou pas ? Mais cher monsieur, le Danemark est le pays le plus riche d'Europe. Ils n'ont pas de dette. C'est un tout petit pays. Ça change tout, ça. Eh oui. Ça change tout. Ça change tout. La France, vous n'avez pas un pays partout au monde avec autant de géographie, de climats différents. Vous avez les dom-toms. On est la plus grande surface littorale du monde quasiment. Voilà. Donc le problème, c'est un problème d'effectif finalement, si on a le cœur du problème. Alors, oui, c'est pas ça. Si vous voulez, on nous a menti. En plus, vous vous souvenez évidemment du quoi qu'il en coûte au moment du Covid, où tout le monde était des héros, etc. Où ils ont dit c'est formidable, il faut absolument ouvrir des lits, on n'en fermera plus, quoi qu'il en coûte, la santé n'est pas une marchandise. Enfin, on a l'impression que Besancenot était au gouvernement, formidable. On l'avait oublié, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Philippe Potou. C'est mon métier de rappeler la mémoire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont fermé en 10 ans 44 000 lits supplémentaires. On est à près de 123 000 lits en quasiment 20 ans.
Ils ont juste oublié une chose, c'est que la population vieillit, que les gens sont de plus en plus seuls, que les patients sont de plus en plus pathologiques, que vous avez maintenant une limitation d'égalité des soins parce que vous avez des régions, la côte fleurie dont vous parliez là, mais vous parlez aussi du Var. En fait, vous pouvez parler de toutes les régions, y compris à Paris. Et ben, par moment, on a tellement de difficultés à avoir accès aux soins que l'infarctus du myocarde, par exemple, qu'on sait traiter par la coronarographie interventionnelle, on débouche les artères du cœur, c'est formidable, c'est génial, vous avez un cœur de quelqu'un qui a 20 ans, et ben, vous avez une limitation de l'accès parce qu'il n'y a plus de lit. Et puis évidemment, c'est la cascade, c'est-à-dire que quand vous fermez une structure d'urgence, vous parliez de Saint-Jean-de-Luz, c'est passionnant Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz a été pris, les services d'urgence a été pris par un système privé lucratif. Ça ne les intéresse plus, donc ils ont dit on ferme les urgences. Tout le monde se fout de la population de Saint-Jean-de-Luz qui, aujourd'hui à l'heure qu'il est, explose par le tourisme et c'est formidable, mais il faut bien soigner les gens. Dans le Pays Basque, on le rappelle. Ouais. Pays Basque. Et donc du coup, vous fermez les urgences d'un endroit, bah, les gens ils vont aller sur l'autre endroit qui sature. Les collègues, évidemment, vous disent non mais d'habitude, on reçoit 125 patients par jour, là on en reçoit 150, il n'y a plus de lit d'aval. Les médecins ont vraiment l'impression, et les personnels d'être pris pour des andouilles, et ils s'en vont. Mais c'est pas le tout. Vous avez les sapeurs-pompiers qui maintenant sont pas contents aussi, parce qu'au lieu de faire 20 km pour aller dans une structure d'urgence, eh ben ils en font 40 à 60. Voilà. Et les kilomètres, c'est du temps. Voilà. Ouais, on marche sur la tête. Oui, et ce qui fait, oui, on marche sur la tête. On est dans un système qui est inégalitaire. On a quitté les valeurs de la République et de l'accès aux soins pour les services publics. Et ce qui fait que les gens sont pas contents. Et puis d'ailleurs, évidemment, ça se ressent. Vous parliez, si j'ai bien compris, des élections municipales. Les gens vont voter. Et puis, il y a la petite phrase qui va revenir. Où vont nos impôts? Où va notre argent? Alors, Mickaël, attendez, ami, allez-y, monsieur Pelou. Pas chez moi, chez vous je sais pas, mais les impôts viennent pas chez moi. Le problème qu'il y a, c'est que... Non, je vous rassure, moi, ils s'en vont plutôt ailleurs, de chez moi vers ailleurs, je ne sais pas où, mais... Moi aussi. Voilà. Et justement, il y a des milliardaires, si j'ai bien compris, qui, eux, payent pas d'impôts. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre sujet, Voilà, c'est un autre sujet, mais si vous voulez, pour terminer, parce que j'ai compris que c'était... Rapidement, on est en train de casser un système régalien de l'État sur la sécurité. Et si vous voulez, les professionnels font leur possible, mais le plus grand combat qu'on a maintenant, c'est la démotivation des collègues. Ils sont totalement démotivés et ils n'ont plus envie. Parce que derrière ça, quand vous refusez l'accès au service des urgences parce qu'il est fermé, ça vous avez qu'à lire dans les presses locaux-régionales les faits divers, et que vous avez un gamin de 17 ans qui meurt dans une voiture de crise d'asthme parce que les urgences étaient fermées, moi, j'arrive pas. J'y arrive. Allez, des réactions rapides de nos vraies voix, Mickaël Sherman, quand on parle de 44 lits en moins et des pathologies qui grandissent d'une population. 44 000, oui, pardon. Lits en moins et des pathologies qui grandissent, une population qui vieillit et puis des impôts, on ne sait pas trop où ils vont. C'est vrai que ça fait quand même un constat global un peu anxiogène. Le symptôme et mon rôle d'élu local, c'est parfois de réparer la confiance ou la méfiance de mes administrés. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de réponse aujourd'hui. Parce que vous avez des déserts médicaux, c'est-à-dire un désert médical, c'est quand un habitant dans son territoire, il met plus de 45 minutes ou 1 heure pour trouver un centre d'urgence. Vous avez aujourd'hui dans des services un centre où il pourra peut-être me contredire ou affirmer ce que je dis, mais il y a un centre sur 3 des fois dans des unités d'urgence qui ferment. Et vous avez surtout aussi l'accompagnement, donc on parle des urgences, mais on pourrait aussi parler des soins palliatifs. Vous avez des déserts médicaux où il y a des départements qui n'ont pas de soins palliatifs, l'accompagnement jusqu'à la mort des patients. Et aujourd'hui, c'est que les Français qui sont confrontés à des problèmes de santé, et il le disait très bien, c'est que quand on va aux urgences, c'est pas pour rien, en théorie. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait, par exemple, réfléchir, nous, en tant que législateurs, de voir comment est-ce qu'on pourrait quand même mettre, certains pays le font, notamment aux États-Unis, même s'il y a des excès, c'est avant d'aller aux urgences, qui est notamment des SAMI ou des unités comme ça, ou avant d'aller aux urgences, on s'y rend. Mais René Chiche, en écoutant Patrick Pelou, on se dit encore une fois que les professionnels de la profession ont des propositions, ont des solutions, mais qu'on ne les écoute pas, quoi. On ne les écoute pas. Ce que disait Patrick Pelou, tout comme ce que disait Mickaël Sherman, était très intéressant. Mais moi, ce qui me fait encore plus peur maintenant, c'est qu'avec les réductions budgétaires qu'on annonce un peu partout, est-ce qu'on va pas être encore plus
dans une problématique au niveau de la santé. D'ailleurs, est-ce que je pourrais poser une question à Patrick Pelloux? C'est impossible. Là, on a dépassé de 2 minutes. Non, moi, je voulais juste ça. Non, parce que quand j'entends toutes les réductions budgétaires qu'on annonce, est-ce que le secteur de la santé va pas être aussi indirectement touché? Alors, on parle de 44 000 réductions, oui. Mais moi, je suis sûr qu'on va nous... Alors bon, vous n'étiez pas là, mais dans la conférence qui restera historique de François Bayrou, il y a un large chapitre consacré à la santé avec effectivement... Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un peu peur. En tout cas, merci Patrick Pelloux, on vous a bien entendu. On espère que ça va être entendu un peu partout. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci beaucoup. Merci Félix. Avec plaisir. Allez, on part faire un petit tour sur le Tour de France encore. Avec Pascal Sud Chanteur. Radio fait son tour de France en direct. Pascal, arrivé à La Plagne, c'était une étape bizarre, raccourcie à 93 km/100, arrivée La Plagne, départ d'Albertville. Et la deuxième victoire pour le Hollandais Thymen Arensman devant le podium du Tour de France. Ça y est, on connaît le podium du Tour de France ou pas encore tout à fait? Le podium est pratiquement fait, même si on peut encore poser la question et qu'il n'y ait pas d'aléas de course, de chute, mais même une maladie aujourd'hui n'empêcherait pas Pogačar de gagner. Donc le podium, c'est Pogačar, Vingegaard et le jeune Allemand Lipovic qui prendra le maillot blanc. On a tout à l'heure attendu longtemps l'arrivée de Kevin Vauquelin. Dites-nous la bonne nouvelle ou pas, est-ce qu'il reste dans le top 10 du Tour de France? Oui, Kevin s'est battu tout au long de cette étape. Dans le premier col, ça a été terriblement difficile pour lui, mais il a toujours été bien secondé de ses coéquipiers, Ewen Kosciu en l'occurrence, qui a fait un admirable travail. Et dans le final, Kevin s'est battu corps et âme pour tenir sa place. Et il reste à la 7e position aujourd'hui. C'est bien. Devant Roglic, qui lui, Roglic, a été en perdition parce qu'il a joué le tout pour le tout et il a perdu aujourd'hui. Ouais, c'était soit il finissait 3e du général, soit là 8e. Merci Pascal Chanteur. Vous savez que Judith Pascal sera avec nous tout à l'heure. Eh ben oui, bien sûr, Pascal, parce qu'il y a un spécial Tour de France avec Frédéric Brindel et Pascal Chanteur du coup. Et pas que d'ailleurs à 19h. Allez, vous restez avec nous. Avec Bernard Thévenet, faut dire. Avec Bernard Thévenet, parce qu'on reçoit le grand monsieur pour ses 50 ans. 50 ans de sa première victoire dans le Tour de France. C'est gentil de me l'avoir écrit. Ouais, c'est pour ça que je me disais comme ça, elle va le lire, mais du coup je me disais non, elle le lit pas. Donc du coup je l'ai dit. Non, mais j'avais pas tourné la page en même temps. Allez, merci Pascal. Il faut tourner la page. Dans un instant, ça va être le tour de table des vraies voix. Vous restez avec nous, les auditeurs, les auditrices, évidemment. Il est 18h28 sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est un plaisir de vous accompagner pour ces départs en vacances, ces retours de week-end, c'est tout ce que vous voulez. Vous nous écoutez et je vous représente nos deux vraies voix. On a un sacré duo parce que il y a l'icône, il y a l'ancêtre, il y a le... Je sais pas comment je le prendrais, moi. Il y a le dinosaure, René Chiche. Vous terminez très mal l'émission. Rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Que ferions-nous sans René? Je tiens un magasin de fruits et primeurs. Oui, fruits et primeurs, mais c'est la même chose. Je voudrais des cerises. Qu'est-ce que c'est cher les cerises d'ailleurs pour en ouvrir un à Charenton. Et avec vous, le petit dernier, c'est-à-dire qu'on a mis l'ancien et le nouveau. Et comme quoi la transmission entre les générations fonctionne bien. Michael Sherman, qui est président de l'association Engagement France Solidarité, et conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Il n'y a pas de contrepétrie. Non. Allez, c'est le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Ça Radio. arrête jamais. Alors, René Chiche, tiens, vous voulez parler de sport? Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, je vous lance. Coup de cœur sur la basketteuse française Marine Johannes. Voilà. C'est que j'ai pas l'habitude de parler de sport, et comme je suis sous l'influence de Frédéric Brindel, spécialiste du sport, notre vice-championne olympique, je parle un peu d'autre chose, de politique, de culture, mais là j'ai un véritable coup de cœur. Vraiment, j'ai un véritable coup de cœur pour une basketteuse qui s'appelle Marine Johannes, que vous devez connaître. Évidemment. Et j'aime le basket. J'aime encore plus le basket féminin. Et cette jeune basketteuse qui a une trentaine d'années, qui vient au départ d'un tout petit club en Normandie, qui ensuite a fait quelques clubs en français, etc., est maintenant l'une des 10 joueuses françaises dans la WNBA. Aux États-Unis, l'équivalent de la NBA. Elle joue maintenant au New York Liberty.
Et elle est en train de battre tous les records en termes de shoot à 3 points, de passes. Elle est déjà rentrée dans l'histoire du club comme l'une des 10 meilleures en termes de panier à 3 points. Ouais. Elle est en train d'entrer dans l'histoire du top 100. Et j'ai vu plein de matchs avec elle. Et elle est extraordinaire parce que vraiment, c'est une joueuse exceptionnelle. Alors, tout ça pour dire quoi ? C'est que elle n'est pas connue du grand public, à part les gens qui la connaissent vraiment. Sport, oui. Voilà, Marine Johannes, vous voyez dans la rue, personne ne la connaît. Mais c'est une joueuse remarquable, qui a en plus une façon très spéciale de shooter, puisqu'elle shoot sur une jambe, et elle a une façon, vraiment c'est même un peu chorégraphique sa façon, mais c'est vraiment impressionnant. Je vous conseille de voir sur Google ses matchs ou des extraits de matchs, c'est vraiment... Et en plus, elle a un côté très discret, elle a même un côté timide, elle a vraiment une gueule d'ange, ça faut le dire, elle a une très jolie... Et tout ça pour dire que par rapport aux grands joueurs français qu'on trouve dans la NBA, genre Gobert, Wembanyama. Ouais, c'est un peu c'est aussi difficile à dire que Aya Nakamura. Vous avez réussi à la descendre. Hein, voilà. Mais elle est très discrète, mais c'est une joueuse, et je trouve que c'est un peu la fierté. Et ça fait du bien que ça soit une femme. Il faut lui donner plus de promotion. Très bien. Et vraiment un coup de cœur estival, mesdames et messieurs. Marine Johannes, à noter. René Chiche, lui aussi le roi du shoot. Oh là là, ça va l'eau ce soir. Vous, Michael Sherman, voulez faire un hommage à Loïc Libert, qui est caporal-chef tombé sous les balles de Mohamed Merah, c'était en 2012. Exactement. Alors après le coup de cœur de René Chiche, c'est un peu mon coup de gueule. Le 15 mars 2012, le caporal Loïc Libert, qui avait 28 ans à l'époque, est tombé sous les balles. C'est le seul rescapé des attentats de Montauban. C'était 3 jours avant les attentats de l'école aux Arts à Toulouse. Le caporal chef Mohamed Legouad et Abel Chenouf, eux sont décédés. Ils ont eu à titre posthume la Légion d'honneur. Et chaque 14 juillet, on regarde le bulletin officiel, et je crois aussi le 1er janvier, mais le nom de Loïc Libert, qui lui a été puni quelque part parce qu'il est vivant, il était tétraplégique. Il vit à l'Institut national des invalides du ministère des Armées. Il ne peut pas retourner en Guadeloupe, puisque vous savez, il y a des problèmes d'air, il a un respirateur. Il ne peut pas s'adapter à tous les, on va dire, les climats exactement. Et voilà, il est condamné à vivre. La Légion d'honneur offre quelques privilèges, notamment si vous avez un enfant, il peut aller à l'école de la Légion d'honneur, etc. Et notamment pour les pupilles de la nation, voilà. Et le président de la République et le ministère des Armées ne lui accorde jamais cette Légion d'honneur. Mais normalement, il faut faire une demande. Personne n'a fait une demande pour lui ou pas ? Énormément de demandes. Parce que vous, en tant qu'élu, vous pouvez faire la demande, par exemple. De nombreux élus l'ont fait, de nombreux journalistes l'ont fait, notamment Christine Kelly, Kiki Bermond et l'association Canal de Vie se bat pour l'accompagner avec des moments de loisirs, notamment en l'amenant au prix de Monaco. La principauté de Monaco l'invite avec notamment un accompagnement parce qu'il est tétraplégique, il est en fauteuil roulant électrique, etc. Et voilà, donc c'est un peu mon coup de gueule, désolé de finir l'émission comme ça. Non, mais c'est un beau coup de gueule de penser à Loïc, et on l'embrasse parce que je sais que s'il nous écoute, on l'embrasse, et bravo pour votre courage, Loïc, effectivement. Et puis on espère que vous allez l'avoir, votre Légion d'honneur. Merci à vous. On va pousser, allez. Allez. Dans un instant, votre coup de projecteur. 6 mois après l'incendie qui a détruit sa maison à Bois de Séné, c'est en Vendée. Huguette Grelier, 80 ans, vit toujours dans des conditions précaires en attendant un logement social dans la région PACA. Plus de 1000 demandes sont en attente. À l'inverse, le Grand Chalon prévoit de rénover, lui, 354 logements et d'en construire 34 nouveaux d'ici 2027. Bon, c'est pas génial, ça suffit pas. Les étudiants ne peuvent s'offrir un studio. Les familles peinent à trouver suffisamment de superficie pour accueillir de nouveau-nés. L'accès à la propriété relève d'une victoire au loto avec les 5 numéros de préférence. Le logement demeure un sujet central de la société française. Nous y revenons dans un instant en vous proposant d'abord de répondre à la question Sud Radio sur le compte X. Faut-il plus de logements sociaux ? C'est une réflexion globale qu'on vous propose. Allez-y, répondez-nous, on vous donnera le résultat. Et pour en parler, nous sommes avec Eddy Jacquemart, qui est président de la Confédération nationale du logement. Bonsoir, bienvenue Eddy. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Avec bonsoir. Plaisir. Alors Eddy, question simple, réponse pas trop longue s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut accélérer cette mise à disposition, parce qu'il y a plein d'immeubles vides, faut le savoir, ou la construction de logements sociaux ? On a besoin de logements sociaux en France. Il y a 2 800 000 personnes qui attendent un logement social. Et vous l'avez dit, il y a une crise du logement. Et cette crise du logement, elle ne pourra se résoudre que si on prend en compte véritablement le logement social dans son intégralité et qu'on réussisse à réhabiliter et construire partout en France. Merci Eddy Jacquemart. Vous restez avec nous, et vous aussi, chers auditeurs, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le coup de projecteur des vraies voix, et c'est un sujet qui nous touche tous. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Ça discute, hein, vous n'êtes pas concentrés. Hein. Oui, mais les auditeurs doivent le savoir. C'est un peu l'esprit de fête, puisque certains partent en vacances. C'est vendredi surtout. Voilà. Et j'imagine celui qui rentre du boulot et qui est encore lundi, qui est dans les embouteillages, qui est en train de me maudire. Comment ça, c'est Non, il est en week-end. Dans le week-end. tous les cas de figure, chers amis, nous sommes avec vous. Et les vraies voix aussi. Ce soir, nous avons René Chiche, rédacteur en chef des fruits et légumes et du groupe Entreprendre. Et puis Michael Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité et conseiller municipal de Charenton. Le pont et non pas les vacances. Oh, c'est grande forme ce soir. Le coup de projecteur, j'en perds mes mots. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. 6 mois après l'incendie qui a détruit sa maison à Bois de Séné en Vendée, Huguette Grelier, 80 ans, vit toujours entre sa voiture, un garage aménagé, prêté et l'hébergement chez des connaissances. Elle est en attente d'un logement social. Dans la région PACA, plus de 100 000 demandes de logements sociaux restent en attente. La production de nouveaux logements y est insuffisante. Seulement 6 077 agréments délivrés en 2024, loin des 9 000 espérés. De nombreuses communes ne respectent pas le quota légal de 25% de logements sociaux. À l'inverse, dans le Grand Chalon, une convention stratégique entre la collectivité et Abélis prévoit la rénovation énergétique de 354 logements et la construction de 34 nouveaux logements sociaux d'ici 2027. C'est un chiffre faible. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, vient d'écrire à Valérie Létard, ministre chargée du logement, en qualifiant sa politique de mauvais calcul, néfaste pour les habitants et la cohésion sociale. Il écrit, je cite, « Certes, elle favorise les investisseurs privés, mais sacrifier pour cela le logement social ne résout ni la crise sociale, ni la crise politique et climatique. Faut-il parier sur le logement social pour garantir un toit digne à tous ?» interroge-t-il. Eh bien, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Faut-il plus de logements sociaux et vous dites non à 88%, ce qui pose le débat. Oui, mais faut-il plus de logements sociaux ou de logements traditionnels ? Faut-il récupérer aussi, par exemple, les immeubles vides ? Voilà, c'est une question qu'on vous pose. Ben oui, parce que nos auditeurs plantent le décor. Voilà. Parce que Eddy Jacquemart, vous êtes président de la Confédération nationale du logement et c'est vous qui avez écrit à Valérie Létard en qualifiant sa politique, je répète de ce que vient de dire Frédéric, de mauvais calcul, vraiment clairement, quoi. C'est un mauvais calcul et je dois dire en fait que les 88% ne m'étonnent pas parce que ça fait des mois, des années qu'on stigmatise le logement social comme des ghettos où il y aurait beaucoup de problématiques. Le logement social, c'est un vrai progrès social. Moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir habiter dans le logement social et ce qui m'a permis de faire des études supérieures et d'être cadre aujourd'hui notamment dans des associations. Et je dois dire que c'est une vraie chance pour le pays, le logement social. D'ailleurs, l'Europe a incité les pays membres à faire du logement social. La présidente de la Commission européenne a nommé un conseiller spécial sur la rénovation énergétique et sur le logement. Donc il y a une vraie préoccupation européenne et nous, en France, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on n'aide pas le logement social. Vous savez que depuis 2018, l'État a ponctionné dans les caisses, dans les ressources des bailleurs sociaux, plus de 11 milliards d'euros dans les caisses des bailleurs sociaux. Avec 11 milliards d'euros, on aurait pu rénover, entretenir, construire. Et ça s'appelle la réduction de loyer de solidarité qui n'a rien d'une réduction de loyer et qui n'a rien de solidaire. Au contraire, ça a été une façon pour le gouvernement de l'époque, impulsé par M. Macron évidemment, de ponctionner de faire payer en fait aux bailleurs sociaux une partie des APL. Ce que vous rappelez d'ailleurs dans la lettre que vous avez, je le rappelle, écrit à Valérie, que vous avez écrite la lettre, à Valérie Létard, la ministre chargée du logement. Alors maigre consolation, dans notre petite consultation, c'est baissé à 80%. Mais au-delà de ça, Michael Sherman, vous qui êtes élu à Charenton-le-Pont, où il y a justement des logements sociaux, il faut rappeler déjà qu'il y a des obligations pour chaque commune d'avoir un certain nombre de logements sociaux et que la tendance, ce qui est peut-être le plus important et ce qui répondra à la question de nos auditeurs, c'est que ces logements sociaux sont de plus en plus humanisés parce que la tendance n'était pas cela dans les années 70. C'était pas la tendance des années 70. Après, je pense qu'il faut aussi appeler la responsabilité des citoyens. Moi, je prends mon cas personnel. J'ai eu un accident de 2 roues grave il y a 15 ans. J'étais handicapé, j'ai pu bénéficier en priorité d'un logement social.
Et parce que mon éducation à la maison, on m'a dit que je devais pas dépendre d'allocations, etc., j'ai quitté ce logement quand je me suis réhabilité. J'étais pas obligé. J'aurais pu rester à vie dans ce logement social. Donc il faut aussi que, on a un problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de turnover. C'est-à-dire que des familles qui rentrent dans des plus de 2 pièces, 3 pièces, etc., bien souvent, ils ne le quittent jamais. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on est ultra sollicités par des demandes. Monsieur parlait de 3 millions de logements, de demandeurs de logements sociaux, mais il y en a 900 000, je crois, qui sont en attente, qui sont déjà dans le parc social. Donc il y a 3 millions de demandeurs, mais 900 000 qui sont déjà dans le parc social et qui demandent, et le droit leur permet, une mobilité. Mais je pense qu'il faut aussi appeler à la responsabilité des citoyens de notre pays qu'un logement social ne devrait pas être à vie. Il faudrait oui, aussi c'est forcément provisoire. Ce qui est un peu un crève-cœur, parce que se trouver un chez-soi, on s'y attache. C'est ça. Ouais. Mais le droit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'expulsion. Mais comment on fait pour se loger dans le privé, monsieur? Comment on fait pour se loger dans le privé à des prix abyssaux? Non, mais ça, c'est un autre parce débat. qu'aujourd'hui, les loyers. Non, mais ça va aussi dans le sens. Non, mais vous plantez le décor, Mickaël. Et c'est bien vu. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient, parce qu'ils ont des ressources financières, parce qu'ils ont évolué dans la vie, parce que le logement social était un droit, mais était aussi une chance dans leur vie. Moi, quand j'ai eu ce logement social et que ça m'a aidé, parce que j'étais une période de ma vie où je pouvais pas travailler, où j'étais handicapé, etc., ça m'a permis d'avoir de souffler, de pouvoir faire ma rééducation. Et une fois que j'étais prêt et que j'ai pu sortir la tête de l'eau, j'ai pris la disposition personnelle. Personne m'y a forcé. Mais parce que il faut aussi avoir une responsabilité de citoyen, où c'est vrai qu'on a quelque part un droit, mais on a aussi un devoir personnel de se dire. Déjà sur le fonctionnement c'est une chance pour le pays. Et il y a beaucoup de familles, je peux vous assurer, qui ont les moyens financiers d'aller dans le privé, qui ne le font pas et qui restent dans le social. René Chiche, c'est vraiment une histoire de droit et de devoir. Attendez, excusez-moi. 2 secondes, on revient vers vous. Eddie, on revient vers vous. Attendez. René Chiche, on parle donc de droit et de devoir. Non, mais c'est vrai qu'il y a une réalité qu'on a besoin de logements sociaux, parce que d'abord, on assiste à une paupérisation de la société française, où effectivement, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'avoir accès au parc privé, ce qui est vrai. Moi-même, quand j'étais jeune, Mickaël, j'ai aussi vécu dans un logement social. Alors, il a raison quand il dit qu'il y a des gens qui outrepassent leur droit à rester. De toute façon, il faut être éligible, il faut être pour rester dans le logement social. Il y a par exemple des gens qui effectivement étaient mariés, qui avaient 2 enfants. Moi, je connais quelqu'un qui a un 100 mètres carrés en banlieue parisienne, qui est tout seul, qui pour l'instant n'a pas fait l'objet d'un contrôle, parce qu'il y a quand même des contrôles maintenant. Ok, non, mais ça c'est dit, on est d'accord, on l'a rappelé. Voilà. Maintenant, l'accès au parc privé, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, il a 700 euros de loyer, c'est la moitié qui y passe. Exactement. À mon avis, c'est quand même là l'essentiel. D'ailleurs, c'est ce que commençait à dire Monsieur Jacquemart. Effectivement, comme les gens n'ont pas vraiment accès pour l'instant au parc privé parce que les loyers sont excessifs, faut le reconnaître. Mais effectivement, je pense qu'il faut des logements sociaux pour pouvoir permettre aux gens. Et d'ailleurs, les logements sociaux, vous avez raison. Je ne sais pas si c'est Judith ou vous qui le disiez, ce n'est plus du tout les logements sociaux d'avant. Enfin, moi, j'habite dans un quartier. Mais c'était moi. Ouais. Voilà, j'habite dans un quartier un peu, je dirais, un peu huppé. J'habite dans un quartier un peu huppé. De voix entre-temps. Franchement, il y a eu des logements sociaux qui ont été construits et au départ, la population de ce quartier huppé a eu un peu peur. Bien, figurez-vous qu'on a des logements sociaux qui sont formidables, même esthétiquement. La population est mixte, mais sans tomber dans des outrances, vous voyez, ou des caricatures qu'on peut avoir parfois dans les banlieues, ce qui est peut-être possible. La ghettoisation, voilà. Là, il y a une harmonisation. Mais en plus, il paraîtrait qu'on a besoin de 100 000 nouveaux logements sociaux pendant au moins 10-15 ans. Eddie Jacquemart, vous aviez envie de répondre à ce que vous entendiez. Allez-y, c'est votre tour. Merci. Évidemment, je ne partage pas du tout le fait de mettre la responsabilité sur les gens qui souhaitent restaurer alors qu'ils ont les moyens dans le parc social. Je veux dire simplement que aujourd'hui, ce que vous dites n'est pas du tout fondé, puisque au contraire, donc le parc social, il est paupérisé. Que les plafonds ont été abaissés, les plafonds d'accès ont été abaissés de 10% en 2009 et qu'ils n'ont jamais été relevés. Donc je parle de Madame Boutin. Mais je veux dire une chose, c'est que aujourd'hui, si j'écoute ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on va faire des ghettos de pauvres. Au contraire, c'est tout le contraire ce qu'il faut faire. Il faut faire de la mixité sociale. C'est fou. Il y a aussi en fait, ce que Michael Sherman dit, c'est qu'il faut réserver l'avantage à celui qui est dans une situation difficile, puisque celui qui n'en a plus besoin, il va. Attendez, il va vous répondre, Michael Sherman, justement. Allez-y. Évidemment, mais c'est bien le problème. C'est bien sur quoi je ne suis pas d'accord du tout. Puisqu'en fait, si vous faites ça,
vous allez faire des ghettos. On vous entend. Alors, déjà, premièrement, pour vous répondre, aujourd'hui, l'attribution d'un logement social, c'est tripartite. Vous avez la préfecture, le préfet, le contingent mairie, où on a des appartements qui nous appartiennent, et vous avez le bailleur social. Et après, une discussion, un dialogue sur des cas d'urgence, notamment avec certains logements qui sont inhabités, pour garder un contingent de côté, pour des urgences sociales, notamment des femmes battues ou des choses comme ça, des dispositifs. Actuellement, il n'y a pas de ghettoisation, puisque vous avez notamment le rôle de l'État aujourd'hui, qui a une mixité sociale, et en plus, la situation actuelle, avec notamment le droit au logement opposable avec les DALO, où vous avez énormément de DALO, et c'est des personnes qui des fois subissent l'extrême précarité et qui sont mis dans des quartiers, notamment à Charenton, qui est plutôt une ville très agréable à vivre. Désolé de faire la publicité sur votre station de radio. Faites-vous plaisir. Et donc on n'a pas le choix. C'est le préfet qui nous impose des familles qui viennent parfois du fin fond de l'Île-de-France pour venir habiter à Charenton. Et donc vous avez cette mixité sociale qui existe, et on peut pas dire qu'elle est en danger aujourd'hui, parce que plus les mois avancent, plus on a des populations extrêmement précaires qui sont mélangées à des CSP+ et dans des immeubles nouveau, parce qu'à chaque nouveau immeuble et promotion immobilière, pour respecter ce quota que vous disiez des 25%, dans les nouveaux immeubles, il y a 25% qui sont accordés. Vous imaginez des immeubles des fois haut de gamme, de luxe, où on met à disposition 25% des fois de cet immeuble pour du social. Bon, Eddy Jacquemart, revenons sur notre question, plus ou moins de logements sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire libérer certains logements qui ne sont plus loués, qui sont en fait en mort, finalement en mort cérébrale, et qui pourraient être loués par des gens? Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas aussi relancer l'accès à la location, parce que les loyers sont beaucoup trop chers? Oui, bien sûr. Le problème, c'est l'accès dans le parc privé pour une partie de la population. Nous, aujourd'hui, on se rend compte que pour accéder dans le parc privé, il faut avoir minimum 3 fois le montant du loyer en revenu. Il faut avoir éventuellement une garantie, un garant, quelqu'un qui va se porter garant pour vous. Et en plus de ça, maintenant, beaucoup de propriétaires privés, ils demandent aux parents, par exemple, d'être mis au bail directement et d'être donc colocataires de leur enfant, par exemple, quand ils commencent dans la vie. Donc oui, c'est compliqué. Et moi, je dis quand même simplement que ce qu'il faudrait aussi, c'est que la loi SRU, c'est-à-dire la loi qui impose un quota de construction de logements sociaux dans chaque ville de 3500 habitants, soit respectée par tout le monde. Il y a des départements, je vais prendre le 92 par exemple, où vous avez des endroits où il y a 80% de logements sociaux dans certaines villes, et d'autres villes qui offront 3% et qui refusent délibérément de construire du logement social, et qui préfèrent payer les amendes à l'État pour s'exonérer de cet enjeu. Eh bien, moi, je dis simplement, c'est bientôt les municipales, moi, je dis les maires qui ne respectent pas la loi SRU ne devraient plus avoir le droit de se représenter aux prochaines élections. Ce n'est pas normal que dans une République, on ne respecte pas les lois de la République, et la loi SRU, c'est une loi de la République. On va d'ailleurs fêter les 25 ans cette année de la loi SRU le 13 décembre, et on fera quelque chose en tout cas là-dessus, nous, la CNL. Voilà, donc ça c'est aussi un point important. Vous nous tiendrez au courant d'ailleurs, Eddy Jacquemart, parce que c'est vrai que il y a une préoccupation dans ce qu'il vient de dire, c'est aussi pour notre jeunesse. Je l'ai fait en clin d'œil tout à l'heure, c'est-à-dire que ne serait-ce que l'accès à la propriété. Alors là, on parle de logement, mais aujourd'hui, un jeune qui veut accéder à la propriété, un jeune pour avoir ne serait-ce qu'un petit studio, c'est la croix et la bannière. Est-ce que vous avez des idées, René Chiche, vous qui êtes un créatif? Des idées pourquoi? Pour avoir accès dans les fruits et primeurs, peut-être, non? Déjà, pas la propriété, mais l'accès au logement. Bon, déjà, il y a quand même, par exemple, prenons l'exemple de Paris, il y a quand même, comme on le disait, il y a quand même plein d'immeubles qui sont vides. On appartiennent à des banques, à des assureurs, etc. Pourquoi ne pas utiliser tous ces bâtiments qui sont vides? C'est vrai que je passe très souvent dans plein de rues de Paris où c'est tout le temps vide. Pourquoi ne pas utiliser ces bâtiments pour loger soit des étudiants, soit des familles un peu dans le besoin, etc. Et par contre, je suis d'accord avec Michael, c'est que je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de mon arrondissement qui est un peu huppé, où il y a des logements sociaux. Effectivement. Oui, vous habitez dans le beau monde. Non, mais effectivement, il y a une réelle mixité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce qu'on met des logements sociaux dans un quartier huppé qu'on va mettre que des CSP+, enfin des... Mais parce que c'est l'État, parce que c'est l'État qui place. Mais maintenant, les suggestions, est-ce qu'on ne peut pas en plus baisser les loyers comme ça automatiquement? J'ai pas l'impression. Pourquoi? Alors il y a un autre souci dans tout ça, si je peux me permettre, c'est qu'il y a quand même plus de 2 millions de logements qui restent vacants ou détournés pour de la location touristique, il y a Airbnb, etc. On va en parler quand même. Ça aussi, Judith. Eh oui. C'est-à-dire que les gens ils préfèrent faire de l'argent plutôt que de louer leur appartement.
Alors, moi, je suis pas là pour mettre une cible dans le dos des entrepreneurs qui veulent. Entrepreneur, quand on a un appart et qu'on loue, c'est. Non, mais je veux dire, imaginez, regardez, vous travaillez, j'ai un travail, je veux évoluer socialement, je fais partie de la classe moyenne. J'ai envie d'évoluer socialement. Je fais un projet d'investissement où j'ai envie de mettre mon bien en location. Quelque part, je veux dire, entre s'enrichir, je voudrais pas qu'on mette une cible sur ceux qui veulent réussir et se démerder, pour parler vulgairement. Non, mais là on parle de plus de 2 millions de logements vacants quand même. Je comprends, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans ce discours-là, on peut arriver quelque part à mettre en France le dos sur ceux qui entreprennent et qui veulent trouver des solutions de développer touristiquement, et même le secteur du tourisme, c'est un secteur aujourd'hui, on peut pas leur mettre une cible dans le dos. Et puis, s'il y a ces logements-là, c'est parce qu'il y a une demande aussi derrière. Après les Jeux Olympiques, nous avons réussi à montrer une image de la France où elle était quelque part sécurisée durant les Jeux Olympiques. Au-delà du Airbnb, moi je trouve que le plus important, c'est vraiment tous ces immeubles vides qui appartiennent à ces grands groupes. Alors, là, la solution, pourquoi pas l'État pourrait peut-être pas les racheter et ensuite proposer, je sais pas, des loyers un peu plus. Demandons son point de vue au président de la Confédération nationale du logement, Eddy Jacquemart, qui est avec nous. On vient de parler des Airbnb. Je vous ai vu, vous réagissiez. Allez-y. Oui, alors moi, le Airbnb, c'est clair que c'est un vrai poison pour les locations de longue durée. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir le courage politique de faire notamment comme à Berlin. À Berlin, la ville de Berlin a interdit la location entière d'un logement. Elle revient sur la possibilité de louer une seule pièce de son logement. Non, mais au-delà du, excusez-moi, monsieur Jacquemart, au-delà du Airbnb, parce que moi je suis d'accord un peu avec Mickaël, et je trouve qu'on a un appartement, on en fait ce qu'on veut. Si on veut louer un Airbnb, on le loue. C'est un projet personnel. Parlez-moi des immeubles qui sont vides, des assureurs, des banques, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en feriez-vous? Les immeubles qui sont vides, d'abord, déjà, dans un premier temps, il y a la possibilité ça existe, la loi de réquisition, donc elle n'est pas du tout appliquée en France. Donc ça aussi, c'est l'État qui devrait se saisir de ça et d'obliger en tout cas à réquisitionner les logements vides. Et Paris notamment, Paris est en train de réfléchir, et je le dis, ça va peut-être pas faire plaisir, mais à interdire les résidences secondaires. À Paris, il y a plein de résidences secondaires, ils sont occupés 15 jours, 3 semaines maximum par an, et ça enlève aussi du logement pour les gens. Et je crois qu'il y a même une ville du Pays Basque qui a interdit les locations, les résidences secondaires. Ça va être compliqué à Paris, c'est un petit peu excessif, mais c'est une idée comme une autre. En tout cas, on vous remercie d'avoir partagé avec nous, Eddy Jacquemart. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du logement. Et puis merci à nos vraies voix du jour. Dites donc pour sa première, le petit Mickaël. Là. Eh bien, le petit, je sais pas, petit grand. Petit Michael, là. Ouais. On était donc avec vous, René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre et spécialiste de fruits et primeurs. Voilà. C'est ça, voilà. J'étais ému de vous retrouver. Voilà. Et vous, Michaël Sherman, président de l'association Engagement France Solidarité, conseiller municipal à Charenton-le-Pont. Merci, bravo pour votre première.